Les hivers médiévaux étaient et brutaux. Des températures glaciales, pas d'électricité ni d'isolation moderne. Et pourtant, les paysans ne se sont pas contentés de survivre. Ils se sont adaptés grâce à des techniques brillantes que la plupart d'entre nous avons oubliées. Des maisons chauffées par la fumée aux abris enfouis, des couches de laine aux récipients en argile chaude. Leur monde était plus froid, mais à certains égards, plus intelligent. Dans cette présentation, nous allons découvrir 10 méthodes puissantes que les gens du Moyen Âge utilisaient pour rester au chaud. Certaines sont pratiques, d'autres inattendues, toutes basées sur l'ingéniosité. Le froid était implacable, mais eux aussi l'étaient. Une chambre à fumer et le chauffage par stratification de la fumée. Dans de nombreuses maisons médiévales, il n'y avait pas de cheminée, du moins pas les hautes cheminées en pierre que nous imaginons aujourd'hui. La fumée ne s'échappait pas vers le haut, par un conduit conçu à cet effet. Au lieu de cela, elle restait là, épaississant l'air et noircissant les murs. Mais si cela pouvait ressembler à une mauvaise conception, cette fumée persistante jouait en fait un rôle dans le chauffage de la maison. Ces premières maisons fonctionnaient comme des chambres à fumer. Des feux étaient allumés dans des foyers centraux et la fumée était autorisée à monter et à s'accumuler juste sous le toit. Sans ventilation complète, l'air chaud et la fumée chaude créaient une couche thermique dense qui remplissait lentement la moitié supérieure de la pièce. Ce n'était pas idéal pour la respiration, mais cela signifiait que la chaleur restait à l'intérieur au lieu de s'échapper directement par le toit. Dans les chaumières à pièce unique, les familles apprenaient à vivre dans la zone respirable inférieure, tandis que la moitié supérieure de la pièce conservait la chaleur. Certaines maisons avaient des mezzanines, des plateformes ou des poutres près du toit où la viande et le poisson étaient fumés, profitant de la chaleur et de la fumée constante, gardant les aliments secs et sûrs pendant l'hiver. Mais même en dessous, la chaleur emprisonnée ajoutait quelques degrés précieux à la pièce, surtout la nuit une fois le feu éteint. Curieusement, cela n'était pas seulement toléré, mais intentionnel. Les feux entièrement ventilés perdèrent de la chaleur trop rapidement, de sorte que les maisons étaient souvent construites pour ne laisser s'échapper que juste assez de fumée sans évacuer la chaleur. Des trappes de toit ou de petites aérations n'étaient ouvertes qu'en cas de besoin. Certains bouchaient même les interstices du toit avec du tissu ou de la paille pour réduire le flux d'air pendant les nuits froides. Mais la fumée faisait plus que chauffer la pièce. Elle agissait aussi comme un désinfectant naturel. L'exposition constante aidait à repousser les insectes, à sécher l'humidité et à préserver les poutres en bois. Dans un monde sans mousse isolante ni traitement chimique, la fumée conférait à la maison une sorte de résistance de basse technologie contre la pourriture, les parasites et la moisissure. Il y avait même un avantage de sécurité dans les régions isolées, où les voleurs ou les pillards étaient une préoccupation. La fumée s'échappant de l'intérieur d'une maison fermée ne révélait rien. Aucune lueur de feu ne clignotait dans les cheminées. Pas de lumière appelant l'attention. Aujourd'hui, la stratification thermique est toujours utilisée dans les abris fumigènes, les saunas, les abris de survie et même dans l'architecture éco-énergétique. Mais les paysans médiévaux n'avaient pas de manuel. Ils avaient l'expérience, l'essai et la nécessité. Ce n'était pas glamour. Cela rendait vos vêtements odorants et couvrait tout de suite. Mais ça marchait. Faute d'ingénierie de cheminée, ils ont opté pour la meilleure solution suivante. Laisser la chaleur rester, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Car dans un hiver médiéval, respirer de l'air fumigène valait mieux que de geler dans un silence propre. Couche de laine et rétention de la chaleur corporelle. Alors que le feu chauffait la pièce et que la fumée remplissait le plafond de chaleur, les gens du Moyen Âge savaient que la chaleur la plus fiable provenait du corps lui-même. Et la clé pour maintenir cette chaleur était la laine, portée en nombreuses couches. Le lin pouvait toucher la peau, mais la laine était l'armure contre le froid. Elle était épaisse, respirante, naturellement isolante, même mouillée, et relativement facile à produire. Dans la plupart des régions d'Europe, les paysans ne portèrent pas un seul manteau lourd. Ils portaient plusieurs couches, piégeant de fines poches d'air chaud entre chaque vêtement. Ce système transformait le corps en son propre moteur thermique. Ce qui rendait cette méthode si brillante était sa modularité.
Les gens pouvaient ajouter ou retirer des couches en fonction du niveau d'activité et de la température. Un ouvrier travaillant au champ pouvait enlever sa couche extérieure pour éviter de transpirer, puis la remettre pendant une pause pour éviter un refroidissement rapide. Cette capacité de thermorégulation par les vêtements était essentielle dans les hivers rigoureux sans chauffage. Les vêtements extérieurs étaient souvent faits de laine grossière ou de tissu feutré, tous deux excellents pour repousser le vent et l'humidité légère. En dessous, une tunique ou un gilet en laine plus douce retenait la chaleur plus près du corps. Dans les foyers plus riches, même les sous-vêtements et les collants étaient fabriqués à partir de mélanges de laine étroitement tissés. Des capuchons, des gants et des chaussons complétaient le système d'isolation, protégeant chaque extrémité. Mais il ne s'agissait pas seulement de la matière. La technique de l'habillage faisait partie des connaissances. Les vêtements étaient superposés de manière spécifique, suffisamment amples pour piéger l'air, suffisamment serrés pour retenir la chaleur et disposés pour permettre le flux d'air si nécessaire. Ils comprenaient intuitivement ce que la science moderne confirme aujourd'hui. L'air est le meilleur isolant lorsqu'il est piégé en petites couches stables. La laine avait également un avantage de survie au-delà de l'isolation. Elle était résistante au feu dans les maisons avec des flammes vives. Cela réduisait le risque de blessure. Elle était également naturellement antimicrobienne, ce qui signifiait moins d'infections, moins d'odeur et moins de lavage. Idéal en hiver où faire sécher les vêtements était presque impossible. Et il ne s'arrêtait pas aux vêtements. Des couvertures en laine, de la literie et des tapisseries murales aidaient à réchauffer les pièces. Les tapisseries n'étaient pas seulement décoratives, c'étaient des panneaux isolants fonctionnels. Aujourd'hui, les survivalistes et les experts en activités de plein air comptent toujours sur la laine. Dans les milieux de survie, en milieu naturel, une seule couverture en laine peut servir de manteau, de sac de couchage et de bouclier résistant au feu, le tout en un. Ce que les gens du Moyen Âge pratiquaient par nécessité, ils l'utilisent maintenant par choix, parce que cela fonctionne. Ils n'avaient pas de tissu de haute technologie, mais avec de la laine, des couches et de l'instinct, ils portèrent la chaleur comme une seconde peau et survivaient au froid de l'intérieur. Isolation en paille et remplissage des interstices. Lorsque nous imaginons les maisons médiévales, nous pensons souvent à des murs en pierre et à des poutres en bois. Mais entre ces poutres, en particulier dans les chaumières paysannes, la véritable isolation venait de quelque chose de beaucoup plus simple. La paille. Oui, la même paille, utilisée pour nourrir les animaux et couvrir les toits, servait aussi dans les murs, les fissures et les interstices des maisons pour arrêter le vent et conserver la chaleur. Les paysans entassaient de la paille ou du foin lâche dans chaque ouverture disponible, entre les planches de bois, sous les avant-toits de chaume et même autour des cadres de portes et de fenêtres. C'était une forme d'isolation rudimentaire, mais très efficace qui transformait les abris courants d'air en enceintes chaleureuses. Il est important de noter que dans la terminologie médiévale, le foin et la paille avaient des usages distincts. Le foin, herbe verte séchée, était principalement la nourriture, tandis que la paille, tige séchée de grains récoltés, était l'option la plus courante pour l'isolation. Elle était moins sujette à la pourriture, plus légère et ne fermentait pas comme le foin lorsqu'elle était humide. Cela la rendait idéale pour bourrer les murs et mettre dans les sols et les toits. Les murs construits avec de la wattle and daub, un cadre tressé de bandes de bois recouverts d'argile et de paille, dépendaient fortement de la paille comme liant et isolant. Mais au-delà de la fonction structurelle, des couches supplémentaires de paille lâche étaient souvent ajoutées dans les cavités murales ou derrière de simples tentures en tissu pour créer des poches thermiques fonctionnant de manière similaire à l'isolation moderne, piégeant l'air pour réduire les pertes de chaleur. La paille était également utilisée dans les abris saisonniers ou temporaires. Pendant la saison des récoltes, les ouvriers campant près des champs construisaient de petites huttes ou hangars, isolés avec de la paille et renforcés de branches et de tissus. Pendant les mois froids, les bergers construisaient parfois des abris bas et semi-enterrés, utilisant des murs bourrés de paille et des toits de tourbe,
où la chaleur corporelle seule pouvait maintenir une température intérieure suffisante pour survivre. Même dans les habitations permanentes, la paille jouait un rôle au-delà des murs. On la tassait sous les planchers pour bloquer le froid du sol. On l'enfonçait entre les chevrons du toit pour l'isolation. Et on la cousait en de grands boudins de porte placés sur les seuils ou les rebords de fenêtres. Étonnamment, cela ajoutait également un degré d'isolation phonique dans les maisons surpeuplées où les familles vivaient dans une seule pièce, réduisant l'écho et le bruit et rendant la vie quotidienne un peu plus confortable et plus chaude aussi. Le silence feutré d'un mur rempli de paille aidait à créer un espace plus calme pour se reposer, manger et attendre l'hiver. Bien sûr, la paille avait ses inconvénients. Elle était inflammable, attirait les souris et devait être remplacée fréquemment. Mais pour le paysan médiéval, elle était abondante, accessible et surtout efficace. La paille n'était pas élégante, mais elle était ingénieuse. En la tissant dans les murs et les sols, il transformait de simples huttes en capsules de survie et rendait l'hiver supportable en remplissant chaque espace. Dormir en groupe, les cercles de chaleur. Dans les foyers modernes, nous tenons l'intimité pour acquise. Chaque personne peut avoir sa propre chambre, son lit et parfois même un thermostat. Mais pour les paysans médiévaux, la chaleur primait sur l'intimité et cela signifiait dormir ensemble, littéralement. Lorsque les températures naturelles chutaient, des familles entières, parents, enfants et parfois même le bétail, dormaient côte à côte, emmitouflés dans des couvertures partagées ou sous des couches de laine et de paille. Ce n'était pas seulement pour le confort, c'était une tactique de survie délibérée, basée sur la conservation de la chaleur corporelle. Dans les petites maisons à pièces uniques, les lits étaient rares. Des paillasses ou de simples plateformes surélevées étaient souvent la seule surface de couchage. Pour conserver la chaleur, tout le monde dormait ensemble dans ce que les survivalistes modernes appelleraient un cercle de chaleur, une formation où chaque corps piège et partage la chaleur avec le suivant. Plus il y avait de monde, plus la chaleur collective était conservée sous les couvertures ou à l'intérieur de la zone de couchage fermée. Cette technique était particulièrement vitale pour les jeunes enfants et les personnes âgées, plus vulnérables au froid. Dans de nombreux foyers, les enfants étaient placés au centre du groupe, où la chaleur des corps qui les entouraient maintenait leur température corporelle stable toute la nuit. Dans les climats plus rudes ou les conditions plus pauvres, même les animaux contribuaient. Chiens, chèvres et occasionnellement de plus petits animaux dormaient à l'intérieur ou en bordure du cercle humain. Leur chaleur corporelle était précieuse et leur présence offrait une couche supplémentaire de masse thermique, un réchauffeur vivant naturel à leurs pieds. Pour maximiser l'effet, les familles utilisaient souvent des rideaux épais ou des tentures pour piéger la chaleur autour de la zone de couchage. Les lits à baldaquin étaient courants non seulement chez les nobles, mais aussi dans des versions plus humbles au sein des foyers paysans, où des tissus lourds ou même des sacs de paille suspendus créaient une bulle chaleureuse autour du lit. Certaines maisons avaient également des niches de couchage intégrées, des compartiments semi-fermés, creusés dans les murs ou les combles qui limitaient le flux d'air et piégeaient efficacement la chaleur. Ces petits abris créaient un microclimat intime, une pièce dans la pièce, où quelques degrés de chaleur faisaient toute la différence. L'idée était simple, la chaleur se multiplie par la connexion. À une époque antérieure au chauffage central, le corps humain était l'une des sources d'énergie les plus fiables disponibles. Partager cette chaleur n'était pas seulement une question de bon sens, c'était une culture, une famille. Et si aujourd'hui nous pouvions considérer cette proximité comme une contrainte, pour le paysan médiéval, ce n'était qu'une nuit de plus. Il faisait froid dehors, mais à l'intérieur, serrés les uns contre les autres, la chaleur était suffisante. Réchauffeur en argile et récipient chaud. Lorsque les feux ouverts n'étaient pas une option, que ce soit par danger, manque d'espace ou besoin de se déplacer, les paysans médiévaux se tournaient vers la chaleur contenue. Et l'un des outils les plus ingénieux de leur arsenal était l'utilisation de pots en argile, remplis de braise ou de pierres seuilles chaudes.
Ces récipients en terre cuite fonctionnaient comme des appareils de chauffage primitifs. Après avoir chauffé des pierres dans le foyer ou recueilli des braises incandescentes, les paysans les plaçaient dans de petits pots en argile à parois épaisses. La chaleur rayonnante réchauffait l'air ambiant lentement et en toute sécurité, en particulier dans les espaces confinés comme les zones de couchage, les caves ou même sous les tables. Contrairement aux flammes nues, ces pots pouvaient être manipulés avec un minimum de risque de fumée ou d'incendie, parfait pour les maisons fermées avec peu de ventilation. Ils offraient également une longue rétention thermique grâce aux propriétés de l'argile cuite et de la pierre. Une fois chauffés, ils pouvaient rayonner une chaleur douce pendant des heures, surtout lorsqu'ils étaient enveloppés dans de la laine ou du tissu pour réguler l'émission. Une variation de cette méthode consistait à placer le pot à l'intérieur d'une boîte en bois, parfois tapissée de paille ou de laine, en faisant une version médiévale d'une bouillotte. Dans les chambres froides, ces boîtes étaient placées sous les bancs, au pied des lits ou même sous les couches pour créer des zones de chaleur personnelles, sans consommer constamment de combustible. Cette technique a également donné naissance à un type de réchauffeur de lit en argile, utilisé de manière similaire aux bassinoires métalliques. Au lieu de remplir une poêle en cuivre de braise et de la glisser entre les draps, les paysans des foyers plus pauvres pouvaient utiliser un petit bol en poterie, avec des braises placées en toute sécurité sur une dalle plate près du lit. Avec soin et positionnement, cela pouvait réchauffer doucement l'air et la literie sans contact direct. Ces récipients avaient également une double fonction. Pendant la journée, ils pouvaient être utilisés pour cuisiner ou transporter de l'eau chaude. La nuit, ils devenaient des sources de chaleur passive. Sur les marchés d'hiver, les vendeurs et artisans utilisaient des chaufferettes portables similaires pour garder leurs mains au chaud tout en travaillant à l'extérieur. Il existe même des preuves que des pots en argile étaient utilisés à l'intérieur des capes, tenus près du corps ou placés près des pieds pour générer de la chaleur pendant les voyages ou les réunions froides. Enveloppés dans un tissu épais ou rangés dans des sacs en cuir, ils agissaient comme des bouillottes médiévales, mais sans l'eau. Cette méthode ne nécessitait ni richesse ni complexité, seulement du feu, de la pierre, de l'argile et un peu de soin. Elle était évolutive, reproductible et pouvait être transmise de personne à personne, comme un réchauffeur personnel. Les survivalistes modernes et les agriculteurs vivant hors réseau ont redécouvert des techniques similaires en utilisant des pots en terre cuite, des bougies et de la masse thermique. Mais les paysans médiévaux le faisaient bien avant que cela ait un nom, parce que la nécessité leur a appris à transformer une potée de charbon en réconfort. Abris et maisons semi-enterrées. Lorsque l'air extérieur était glacial et que le bois de chauffage manquait, certains paysans médiévaux se tournaient vers la plus ancienne forme d'isolation connue de l'humanité, la terre elle-même. En construisant des abris partiellement ou entièrement creusés dans le sol, ils ont créé des maisons où la nature fournissait la majeure partie du chauffage. Ces abris ou habitations semi-enterrées exploitaient la température stable du sous-sol, qui reste bien au-dessus du point de congélation même en plein hiver. En construisant des maisons dont le plancher était en dessous du niveau du sol, ou parfois où seul le toit s'élevait au-dessus, les paysans pouvaient réduire les pertes de chaleur et éliminer l'exposition au vent froid. Cette technique n'était pas nouvelle au Moyen Âge, mais elle a été affinée par l'expérience. Dans les régions plus froides d'Europe de l'Est et du Nord, des communautés entières construisaient des chaumières enfoncées, revêtues de rondins, d'argile ou de pierre, et recouvertes de tourbe ou de paille. Les épais murs et toits de terre retenaient remarquablement bien la chaleur, transformant quelques heures de feu en une nuit entière de confort. À l'intérieur, l'aménagement était simple, une seule pièce au plafond bas, un foyer central et des fenêtres minimales. Plus l'espace était petit, plus il était facile de le chauffer. La fumée du feu aidait à isoler le toit, comme nous l'avons vu dans les points précédents, et les murs étaient souvent tapissés de paille tassée ou de tissu pour éviter l'humidité et les courants d'air. Certains abris étaient purement saisonniers, utilisés par les bergers, les ouvriers agricoles ou les voyageurs qui avaient besoin d'un refuge dans des conditions difficiles.
D'autres étaient permanents, souvent indiscernables de la terre elle-même. Avec des toits de tourbe et des murs de terre, ils se fondaient dans les flancs des collines, ce qui, en plus de préserver la chaleur, offrait une discrétion en temps de guerre ou de trouble. Ces abris n'étaient pas seulement pratiques, ils étaient aussi stratégiquement brillants. Ils nécessitaient moins de matériaux, pouvaient être construits dans des zones isolées ou boisées, et restaient souvent plus chauds que les maisons hors sol pendant les nuits les plus froides. Les preuves archéologiques, de la Scandinavie aux Balkans, montrent que cette technique était utilisée à travers les cultures et les siècles. Aujourd'hui, les maisons en terre moderne et les structures hors réseau imitent les mêmes principes. Masse thermique, protection contre le vent et isolation passive. En fait, la logique même derrière les maisons souterraines éco-énergétiques vient directement de ces solutions médiévales. Pour un œil moderne, ces abris pourraient sembler synonymes de pauvreté. Mais pour ceux qui les ont construits, ils étaient un bouclier, un cocon de chaleur taillé dans la terre gelée. Lorsque le monde extérieur gelait, les paysans les plus intelligents ne se battaient pas contre la nature. Ils creusaient dedans et la laissaient les protéger. Cape d'hiver comme chambre thermique personnelle. Au Moyen Âge, une cape n'était pas simplement quelque chose que l'on jetait sur ses épaules. C'était un outil de survie thermique conçu au fil des siècles de nécessité pour transformer le corps humain en sa propre source de chaleur et retenir cette chaleur le plus longtemps possible. Les capes d'hiver, faites principalement de laine épaisse, souvent superposée ou feutrée pour plus de densité, étaient coupées en une forme semi-circulaire conçue pour envelopper complètement le corps et créer un joint étanche au vent. Elles n'étaient pas ajustées comme les manteaux d'aujourd'hui. Elles étaient larges, lourdes et descendaient bien en dessous des genoux, voire jusqu'aux chevilles. Cette forme ample n'était pas seulement pour le style. Elle créait une sorte de dôme d'air chaud semblable à une tente autour du corps. Lorsqu'elle était bien ajustée et fermée au cou ou à l'épaule, une cape fonctionnait comme une chambre thermique personnelle. La chaleur corporelle naturelle, isolée par le tissu épais, pouvait être maintenue près de la peau pendant des heures. Combinée avec des tuniques superposées en dessous, une seule cape pouvait garder quelqu'un au chaud même sous la neige fondue, la neige sous un vent glacial. Mais l'ingéniosité des capes ne s'arrêtait pas à l'isolation. C'était aussi un équipement de survie polyvalent. Les paysans les utilisaient comme couverture pendant les voyages ou dans les maisons non chauffées, comme sac de couchage la nuit, surtout dans les lits partagés ou les espaces au sol, comme coupe-vent lorsqu'ils travaillaient à l'extérieur, et même comme tente improvisée dans la campagne, jetée sur des branches ou des bâtons pour s'abriter. Dans certaines régions, les capes étaient doublées de fourrure ou d'un rembourrage supplémentaire en laine, ce qui les rendait encore plus efficaces. D'autres étaient enduites de lanoline, huile naturelle de mouton, ou de cire pour ajouter de la résistance à l'eau. Et comme la plupart étaient fabriquées localement à partir de laine filée dans les villages, les paysans pouvaient les adapter au climat et aux besoins régionaux. Une couverture de tête complète était intégrée à la conception. De nombreuses capes comprenaient des capuches ou des coiffes attachées qui pouvaient être relevées sur le visage et attachées ou épinglées sur le côté. Cela offrait une protection pour le cou, les oreilles et la tête, des zones critiques de perte de chaleur. Ce qui rend cette technique si puissante, c'est qu'elle ne dépend pas du feu, de l'abri ou d'autres personnes. Un paysan pouvait rester au chaud en voyageant, en isolement ou pendant son travail à l'extérieur. Il portait sa source de chaleur avec lui. Les artisans modernes de la nature, les reconstituteurs et les survivalistes utilisent encore aujourd'hui des capes ou des ponchos en laine, non pas pour la mode, mais pour la fonctionnalité, car peu de vêtements font plus avec moins. La cape médiévale n'était pas un accessoire, c'était une armure contre le froid, un abri que l'on portait. Et au plus profond de l'hiver, elle pouvait signifier la différence entre le gel et un jour de plus à vivre. Meubles qui stockent la chaleur, bancs de pierre, sièges chauffants. Lorsque vous imaginez des meubles médiévaux, vous pensez probablement à du bois brut, des chaises grinçantes et peut-être une paillasse.
Mais dans de nombreuses régions d'Europe, surtout dans les régions plus froides, les paysans et les artisans ont développé des meubles qui retenaient de la chaleur, conçus pour absorber et rayonner la chaleur tout au long de la journée. L'un des exemples les plus simples et les plus efficaces sont les bancs en pierre ou en maçonnerie, construits directement dans les murs près du foyer. C'étaient plus que de simples sièges. Ils faisaient partie de la stratégie de chauffage de la maison. Situés à côté ou même connectés au foyer central, ces bancs de pierre absorbaient la chaleur rayonnante tout au long de la journée. Une fois le feu éteint, ils continuaient à émettre une chaleur douce pendant des heures, transformant le coin salon en une sorte de coin douillet et chaud où les gens pouvaient manger, coudre, affûter des outils ou se reposer. Dans certains foyers, ces surfaces retenant la chaleur s'étendaient au-delà des bancs. Des plateformes ou des lits surélevés étaient construits sur de la maçonnerie chauffée, un précurseur précoce du système d'hypocauste utilisé par les Romains. Bien que les paysans n'aient pas accès à ce niveau d'ingénierie, le concept était clair. La masse retient la chaleur. Plus le matériau est épais et dense, plus il restera chaud longtemps. Les meubles en bois étaient également adaptés à cette logique. Certaines maisons comportaient des bancs ou des coffres en bois creux qui pouvaient contenir des pierres chaudes ou de petits pots de braise à l'intérieur, manipulés avec soin pour éviter tout risque d'incendie. Ces sièges chauffants étaient placés près des fenêtres ou des murs extérieurs où les courants d'air froid étaient les plus courants. Même dans les foyers un peu plus prospères, on utilisait des tabourets pliants et des tables réchauffement, de petites structures en bois avec des compartiments pour les braises. Bien que les roturiers ne les possédaient peut-être pas, ils improvisaient souvent des méthodes similaires en utilisant des pots en argile ou des pierres sous les bancs. Le génie ici réside dans la superposition. Les meubles n'étaient pas seulement fonctionnels, ils étaient thermiques. Les sièges, la literie et même les établis sont devenus des radiateurs de basse technologie, puisant dans le même feu et conservant sa chaleur bien après l'extinction de la dernière braise. Aujourd'hui, la masse thermique reste un principe clé de l'architecture de chauffage passif. Les maisons qui intègrent des sols en pierre, des murs en terre ou des poêles carrelés ne sont que des versions modernes de ce que les paysans médiévaux ont découvert par l'essai et l'erreur et la nécessité. À une époque où chaque ressource comptait, même un endroit où s'asseoir était conçu pour la survie. Parce que lorsque vous pouvez transformer votre banc en batterie thermique, vous ne vous reposez pas seulement, vous vous rechargez. Brise-vent et pièges solaires extérieurs. Tout le chauffage médiéval ne se produisait pas à l'intérieur. En fait, les paysans comprenaient que contrôler l'environnement autour de la maison était aussi important que de gérer ce qui se passait à l'intérieur. Sans mousse isolante ni ingénierie moderne, ils dépendaient de deux outils puissants, les brise-vents et les pièges solaires. Un brise-vent était toute structure, naturelle ou artificielle, conçue pour bloquer ou rediriger les vents froids. Dans les champs ouverts, les paysans plantaient des haies denses, des buissons touffus ou des rangées d'arbres du côté, au vent de leur maison, pour absorber et dévier les rafales glacées. Au fil du temps, ces barrières réduisaient considérablement le facteur de refroidissement éolien, donnant à la zone immédiate autour de la maison une sensation nettement plus chaude. Là où la croissance naturelle n'était pas disponible, ils utilisaient des clôtures, des panneaux tressés ou même des tas de bois de chauffage pour servir de murs de protection.
ce n'était pas seulement pour l'intimité ou le bétail. C'étaient des systèmes de défense thermique stratégiquement placés pour briser le vent avant qu'il n'impacte les murs ou les portes de la maison. Résultat, moins de perte de chaleur, moins de courant d'air et un confort intérieur accru avec la même quantité de combustible. Mais les paysans ne se protégeaient pas seulement du vent, ils savaient aussi comment piéger le soleil. De nombreuses maisons médiévales, surtout dans les régions plus froides, étaient construites ou orientées vers le sud, où la lumière du soleil pouvait entrer par les fenêtres ou les portes pendant la journée. Par temps froid mais clair, les portes et les volets étaient brièvement ouverts pour permettre au soleil de réchauffer les surfaces intérieures en pierre ou en terre cuite, qui irradieraient lentement la chaleur tout au long de la nuit. Certains villages construisaient même des zones de travail extérieures dans des recoins ensoleillés, abrités du vent et fermés par des pierres ou de la paille. Ces poches solaires devenaient des points chauds pour cuisiner, réparer des outils ou préparer de la nourriture sans avoir besoin de brûler du bois supplémentaire à l'intérieur. D'une certaine manière, c'était du chauffage solaire passif des siècles avant que le terme n'existe. En lisant le terrain, en observant la trajectoire du soleil et en plaçant les structures clés au bon endroit, les paysans pouvaient étendre la portée de chaque rayon de soleil, surtout pendant les courtes journées d'hiver. Ces techniques n'étaient ni bruyantes ni de haute technologie. Elles étaient silencieuses, constantes et profondément efficaces. L'architecture verte moderne utilise encore les mêmes idées: aménagement paysager, brise-vent, exposition solaire passive, masse thermique. Mais les paysans n'avaient pas de plan, ils avaient l'instinct. Quand le froid arrivait, ils ne restaient pas enfermés. Ils modelaient le monde qui les entourait pour s'accrocher à la lumière. Les lits de cendres et la chaleur résiduelle des foyers. Dans un hiver médiéval, chaque braise comptait, et une fois le feu éteint, ce qui restait n'était pas des déchets, c'était une opportunité. Les paysans savaient que les cendres du foyer conservaient encore de la chaleur longtemps après l'extinction des flammes, et ils ont appris à utiliser cette chaleur résiduelle à leur avantage de la manière la plus simple et la plus physique possible, à travers des lits de cendres. Avant d'aller se coucher, certaines familles étendaient des cendres chaudes sous des paillasses ou directement sur la terre battue où elles prévoyaient de se reposer. Une couche de tissu ou de peau d'animal était placée par-dessus pour éviter le contact direct, et la chaleur retenue des cendres fournissait une douce chaleur par le bas, comme une version primitive d'un surmatelas chauffant. Cette méthode ne durait pas toute la nuit, mais pendant les premières heures de froid intense, elle faisait une différence significative. Elle empêchait l'humidité de pénétrer dans la literie, réchauffait le corps par le bas, où la chaleur est généralement perdue, et rendait l'endormissement dans une pièce glaciale un peu plus supportable. Les cendres n'étaient pas seulement chaudes, elles étaient aussi sèches et isolantes. Dans certains foyers, les cendres étaient utilisées pour créer une isolation temporaire le long de la base des murs, ou même sous le foyer lui-même. La structure poreuse de la cendre en faisait un léger amortisseur qui ralentissait les pertes de chaleur et absorbait la chaleur résiduelle des charbons ou des pierres. Une autre astuce consistait à couvrir le feu, c'est-à-dire à recouvrir les braises incandescentes d'une épaisse couche de cendre pendant la nuit. Cela étouffait la flamme, mais maintenait la chaleur centrale en vie jusqu'au matin. Au petit matin, quelqu'un attisait le foyer, découvrait les braises et rallumait le feu sans repartir de zéro.
C'était la version médiévale du mode veille pour le feu. Moins de fumée, moins de bois et moins d'efforts. Les cendres étaient également utilisées comme couche de base dans les chauffe-pieds et les pots en argile, aidant à retenir la chaleur et à prévenir les brûlures lorsque les braises étaient stockées dans des récipients. Elles agissaient comme un tampon entre le matériau chaud et la structure environnante, prolongeant l'utilisation sécurisée de ces outils. En plus du chauffage, les cendres avaient des dizaines d'autres usages, comme agents de nettoyage, engrais et même pour traiter les plaies. Mais leur rôle dans le chauffage, en tant qu'isolant et batterie thermique, était un triomphe silencieux de l'ingéniosité. Rien n'était gaspillé, pas même la poussière grise du feu d'hier. Car quand on n'a presque rien, on apprend que la chaleur peut vivre dans les cendres si l'on sait la conserver.